Peut-être Florent, vous pouvez, en attendant que ça se lance, nous dire qui vous êtes, qui est DataGIF. Donc en fait, c'était le début de notre presse. En fait, on commence par, par se présenter. DataGIF, c'est une agence qui a 5 ans maintenant. Oui, pardon. Donc DataGIF, c'est une agence qui a 5 ans maintenant. On est 12 personnes. Et donc, on travaille sur différents sujets. On travaille sur du print, sur du web, différents projets web. On fait beaucoup de refonte de sites médias. On travaille aussi pour la communication d'un théâtre. On travaille sur plein de projets différents. Aujourd'hui, en fait, on est venu vous parler surtout de design et mêlé à la refonte de sites médias. Et j'aimerais bien qu'on puisse avoir nos premières slides. Voilà. C'est parti. Est-ce que je peux vous demander à tous les deux de parler vraiment près du micro, quitte à le coller sur le menton et à pousser votre voix. Voilà, pour qu'on vous entende bien. C'est également enregistré, ça permet d'entendre... Ça, c'est un joli bruit, mais généralement, c'est mauvais signe. Non, la télécommande ne marchera pas, c'est pas grave, on va le faire sur l'ordi. Donc bonjour à tous. Bonjour à tous. Je pense qu'on peut basculer sur l'écran. C'est toujours l'effet démo, ça marche très bien avant et jamais le moment voulu. Oh, mais on a vraiment il fallait vous entraîner sans présentation, je suis désolé. Alors on va tout faire sans image, ça va être hyper pratique. pratique. Et si vous appuyez directement sur les flèches de l'ordi, ça va pas là? Voilà, ça devrait marcher. Et ben voilà. Voilà, bon, c'est parti. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de design et de refonte de sites médias. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet? Déjà le design parce que c'est notre métier. Comme le disait Florent, on est une agence de design, de graphisme. Et c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup parce qu'il s'agit de mettre à profit plusieurs compétences pour améliorer, inventer, rendre plus facile des usages de produits ou de services. Et tout ça dans le but de rendre la vie plus facile à l'utilisateur, à l'internaute au final. Et les médias, c'est un sujet qui nous intéresse aussi beaucoup. On a la chance et l'opportunité de travailler avec un certain nombre de médias. Et donc, on est vraiment au cœur de la création, de l'élaboration, de la circulation de l'information. Donc c'est là où les plus gros enjeux pour toucher l'internaute, lui délivrer la bonne information se jouent. Donc c'est extrêmement intéressant en termes de parcours utilisateur comme notion à explorer. Donc, on a dit quelques mots, nous sommes DataGIF, on est une équipe de 12 personnes réparties entre du conseil, de la création et du développement. Et donc on travaille, comme l'a dit Florent, pour un certain nombre d'annonceurs, de marques et de médias au quotidien. Donc je suis Gaëtan, directeur des projets. Et moi, donc, je suis Florent et je m'occupe donc de la direction de création au sein de l'agence. Voilà, donc au cours de cette présentation, on va essayer de se poser des questions sur les réflexes qu'on peut avoir lorsque on tente de faire une refonte de site média. En gros, on est tous remplis d'a priori, de plein d'idées reçues sur des choses qui nous semblent gravées dans le marbre, qu'il ne faut absolument pas bouger. Et on va essayer de voir un peu toutes ces questions, voir si on ne peut pas prendre un peu de recul pour justement s'en défaire et aller un peu plus loin. Donc on a sélectionné quelques phrases qu'on a entendues lors de briefs, vous allez voir. Ça peut vous paraître évident, mais c'est des choses qu'on entend. En fait, c'est une petite introduction. On va revenir en fait sur tous ces points après, mais en fait, voilà, on commence par quelques phrases un peu clichés, mais vraiment réelles de ce qu'on entend et ce que vous pouvez aussi entendre au moment des briefs. La première, c'est évidemment, il faut des espaces pubs partout. On y reviendra après, mais c'est une des phrases. Voilà, dès qu'il y a de l'espace, on propose de mettre de la pub. Autre phrase, bien sûr qu'il faut des boutons de partage en début et fin d'article
ça semble évident de se dire que voilà, il faut mettre le bouton Facebook, Twitter, Google+, éventuellement, en haut d'un article parce que l'internaute va le partager avant de l'avoir lu. Et puis enfin, si jamais il a lu notre article, ben on va aussi leur mettre un bouton de partage. On ne sait pas trop quand il aura envie de partager, donc autant lui mettre à tous les moments. Donc oui, les noms des rubriques, on doit les mettre sur toutes les pages. En fait, pas forcément. Il faut peut-être se poser la question au début au moment du brief, de savoir si vraiment il y a une utilité à mettre toutes les rubriques d'un site sur toutes les pages, ou s'il n'y a pas d'autres solutions. Quelque chose que j'entends souvent, qu'on entend souvent, c'est que tout doit tenir dans le premier écran, au-dessus de la ligne de flottaison. Il faut absolument tout le contenu dans un minimum de scroll. Ça, on aura l'occasion d'y revenir, mais ça fait partie de ces a priori qu'on entend tout le temps. Et puis là où il reste du blanc, on peut mettre une pub. Donc c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Voilà, dès qu'il y a de la place, on propose de mettre une pub. Donc on va essayer d'explorer un peu ces questions, et en réalité on va poser 9 questions qui sont assez tranchées, et je vous garantis que la 7e va vous étonner. On ne travaille pas avec les médias par hasard. Et surtout, on va plutôt se pencher sur la forme, sur le fond, sur le graphisme, pour essayer de prendre du recul sur toutes ces questions. Le but, c'est d'essayer de reproduire des erreurs, des a priori qu'on peut retrouver un petit peu partout. On ne va pas non plus citer 50 études avec beaucoup de données, mais en tout cas, on peut vous dire qu'on espère que 95% d'entre vous seront satisfaits à l'issue de cette conférence. Alors, on attaque par la première question. Faut-il tuer la homepage ? C'est une question qui est assez importante. Sous-entendu, derrière cette question, est-ce que je dois tout mettre dans ma page d'accueil ? Est-ce qu'elle doit tout contenir ? Est-ce qu'elle doit être extrêmement longue ou au contraire, est-ce qu'elle doit être la plus courte possible ? En réalité, la taille, ça compte. Facile. Facile, mais c'est vrai. Avant de regarder un petit peu cette question de taille de homepage, on va d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'on doit y mettre ? Qu'est-ce qu'on doit y retrouver dans cette homepage ? Parce qu'au final, à quoi elle sert ? C'est surtout ça la question de fond. Donc là, on a listé quelques directions possibles, pas du tout exhaustives, mais qui nous permettent de réfléchir un peu à cette question. Le premier point, c'est de se dire, je mets tout mon contenu dans la homepage, parce qu'au final, c'est à ça que ça sert une homepage. C'est une sorte d'index général. Je vais mettre le maximum de contenu. L'internaute, il va faire son choix tout seul. Voilà, il va faire son tri. Je ne vais pas du tout lui indiquer quoi faire, quoi lire. On met tout et il se débrouille. Donc c'est un peu le laisser tout seul décider. Le deuxième choix, ça va être je mets tout mon contenu dans la homepage, mais de toute façon, personne n'y va. Donc en fait, c'est un peu comme le premier critère, mais en plus, on va se dire que de toute façon, personne n'y va, donc on va encore moins y réfléchir. Troisième critère, c'est je ne mets qu'une sélection de mon contenu, car après tout, je suis chez moi. C'est pas faux. Je suis mon propre média, c'est moi qui édite mon contenu, et je décide un petit peu ce que je vais indiquer à l'internaute comme priorité de lecture. C'est déjà un angle intéressant. Ensuite, on peut aussi se dire, je mets qu'une sélection, uniquement tout ce que les lecteurs ont déjà lu. Donc en fait, des tops partages, voilà, tout ce qui marche, je peux le mettre dans ma homepage, comme ça je me dis que ça va encore plus marcher. Et enfin, un dernier parti pris, je ne mets absolument rien, puisque de toute façon, la homepage, ça ne sert plus à rien. C'est pas faux, ça dépend des cas, on va voir. En réalité, c'est une question que le New York Times s'est déjà posée. Dans son rapport de l'innovation publié l'année dernière, un peu malgré eux, le New York Times a en fait montré que la homepage était en train de mourir, sur le New York Times en tout cas. Progressivement, elle avait de moins en moins d'intérêt. Ça, c'est donc le graphique de consultation de la homepage du New York Times entre 2011 et 2013, et on voit qu'en 2 ans, la homepage a perdu la moitié de son trafic, ce qui est quand même énorme. Ça ne veut pas dire que le New York Times a perdu autant de lecteurs que ça. En réalité, on assiste à des comportements différents. Le comportement de consommation de médias a évolué. C'est-à-dire qu'on ne va plus, par habitude, taper le nom de son média favori, regarder la une, voir un peu quels sont les titres, et puis picorer un petit peu les articles qui nous intéressent. On va davantage rentrer par le contenu, par des portes de côté. C'est-à-dire les médias sociaux, un lien sur Twitter, un lien sur Facebook, etc., vont vous faire rentrer par le contenu. Donc il y a un intérêt qui se fait par les articles, par les titres, et moins par le média en lui-même. Et c'est ça que le New York Times a constaté de manière assez drastique par rapport à la consultation de sa homepage. Pour l'instant, ils l'ont toujours, la homepage, elle sert toujours, mais on voit que donc la consultation baisse. D'autres médias ont été carrément plus loin. Lorsque Quartz s'est lancé, donc Quartz, un média US, s'est lancé donc avec des papiers assez longs, on va dire, leur parti pris a été de se dire
ok, nous, on n'a pas besoin de homepage, on a déjà compris qu'elle était morte, on a déjà compris que ce qui intéresse l'internaute, c'est le contenu, c'est nos articles. Parce qu'on va faire des articles de qualité, on ne va pas faire voilà, n'importe quoi. Donc quand ils se sont lancés, vous arriviez sur la homepage de Quartz, vous rentriez directement dans un article à la une, avec voilà, son chapeau, ses paragraphes, les visuels, etc. Et ça a duré un certain temps, jusqu'à le dernier lifting, on va dire, de Quartz, donc dans la version actuelle, où ils ont réintroduit une mini homepage malgré tout, avec en haut un brief, qui est en fait un mémo de ce qui se passe en ce moment dans l'actualité. Donc c'est construit comme un article, mais avec des liens vers des articles des news. Et à la suite de ça, les top stories, donc les meilleurs articles du moment. Pourquoi est-ce que Quartz a basculé finalement vers une homepage là où il l'avait abandonné? Simplement, ils se sont rendus compte que le comportement de leurs utilisateurs faisait que, effectivement, ils rentraient par une porte dérobée, ils rentraient par le contenu, mais bien souvent, ils revenaient sur la home pour voir un petit peu ce qu'il y avait comme nouveaux articles. Et donc, en revenant systématiquement sur la home, ils retombaient tout le temps sur le même article à la une. Donc finalement, ils tournaient un petit peu en rond et ça faisait un petit peu doublon avec les articles déjà lus. Donc Quartz s'est dit, autant apporter un nouveau service, quelque chose de plus intéressant pour nos lecteurs qui voilà, veulent rester chez nous. On va leur proposer ce brief et ça va être un plus qu'on va leur apporter. D'où cette idée d'évolution de la homepage. Donc, c'est pas parce que Quartz a quand même que 2 éléments, un brief et un top d'articles, qu'ils ont fait une homepage miniature. On voit qu'ils ont quand même pris de la place. Il y a plusieurs écrans. Hein. Tout ne tient pas dans le premier écran. Donc, pourquoi est-ce qu'on a si peur que ça du scroll? Alors en fait, nous, on s'est posé plusieurs fois la question, on a essayé d'y réfléchir et on constate qu'il y a un vrai problème. Alors c'est pas forcément lié qu'au site média, mais en fait, on constate qu'il y a quand même une peur du scroll, ou un syndrome de peur du scroll. Et on se pose tout le temps la question, mais pourquoi est-ce que, alors qu'on s'habitue sur un mobile, sur une tablette à scroller, pourquoi est-ce que quand on regarde un écran d'ordinateur, pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément tout mettre en haut du site? Il faudrait placer toutes les actualités récentes en haut, la publicité, un top de partage, voilà, il faudrait tout mettre en haut. En fait, en faisant ça, finalement, on veut mettre plein de choses, et finalement tout est petit, alors tout est en haut, mais il y a de la place pour rien. Et on veut tout ranger au chausse-pied. Alors qu'en fait, on pense que les gens savent scroller, les gens savent utiliser un ordinateur et savent scroller, c'est naturel. Donc aujourd'hui, quand on repense un site, il faut arrêter de le penser en se disant il faut mettre tout ce qui est très important en haut, et puis après, c'est que des choses qui sont forcément pas importantes et qu'on peut automatiser. Donc nous, on se dit qu'il faut utiliser la home correctement, donc sur plusieurs écrans, pas tout mettre en haut, en mettant donc peut-être moins d'articles sur la home, mais mieux exposés, parce qu'avec plus de place, avec des titres qui seront plus gros, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui pour nous est un fait. On peut utiliser la home en longueur et arrêter de tout encaisser en haut. En ce moment, on est en train de travailler sur la refonte du site libération.fr, du site Libération. Et donc, on a proposé à l'équipe et on a discuté avec eux. Et donc, il y a plein de choses qui vont être mises en place, et notamment sur la homepage, un top 100 qui va donc démarrer tout en haut au niveau du header et qui va inviter les utilisateurs, qui va inviter en fait les utilisateurs du site à scroller. Parce que voilà, au lieu de faire un top 5 ou un top 10, on s'est dit on fait un top 100 et on l'utilise pour inciter les gens à descendre sur la home. Et puis, donc voilà, c'est un schéma. C'est évidemment pas à la création, c'est un schéma. Et donc ce top 100, c'est l'astuce qu'on a trouvée, qu'on a envie de mettre en place et qu'on va mettre en place dans cet exemple pour Libération. Précédemment, on a travaillé pour Slate, on a travaillé sur la nouvelle version de Slate avec l'équipe de journalistes. Et, alors là, pour composer la home, on a fait différemment. Précédemment, sur l'ancienne formule, c'était très encaissé, il y avait beaucoup de petites choses, c'est un site qui avait tout simplement vécu, qui avait vieilli, et donc qui a été totalement repensé. On était sur quelque chose qui était chronologique,
les dernières news apparaissaient forcément en haut, puis elles descendaient naturellement. Et il n'y avait pas vraiment de possibilité pour les journalistes de mettre en avant des articles, de mettre en avant des dossiers. Donc, dans notre proposition, en fait, c'est comme un grand puzzle. Et avec, donc là, on a schématisé en fait notre proposition, et c'est la version qui est en ligne. On a une grande mosaïque avec un nombre infini de cases. Les journalistes composent eux-mêmes leur grille. Donc là, c'est des exemples de ce qu'on peut faire. En fait, on peut se dire, il y a plein de sujets dans l'actualité aujourd'hui, on va en mettre beaucoup, donc on va mettre plusieurs petites vignettes. Ça correspondrait par exemple à l'exemple 4 en partant du haut. Ou alors il va y avoir un énorme sujet dans l'actualité, on a un énorme dossier, ça va être plutôt la deuxième vignette avec une grande photo. Cette mosaïque, elle évolue au gré vraiment de la rédaction. Elle peut ne pas bouger pendant toute la matinée, ou elle peut bouger pendant 10 fois dans la matinée. Là, on a pris l'exemple, par exemple, du parcours que pourrait connaître un article. Donc sur la première vignette, donc il occupe une place très importante. Puis s'il doit rester dans l'actualité, peut-être qu'une heure après ou en fin de matinée, il sera toujours en haut, mais encore plus grand. Et puis après, au fil de la journée, il pourrait descendre et être au milieu de la home et être tout petit, et en fin de journée, descendre naturellement et finir par disparaître. Voilà. Un véritable puzzle encastré. Et on a travaillé également avec l'équipe de Slate sur un autre projet qui s'appelle Reader. Et là, le parti pris a été totalement différent. C'est un site de flux très orienté sur la chronologie qui présente des actus hot, top ou juste nouvelles. Et donc, l'idée a été de ne pas se dire on va faire une homepage avec différentes sections, on va directement rentrer par le contenu. C'est un contenu qui se défile très facilement, un usage très proche de tout ce qui est support tactile. D'ailleurs, la version fonctionne aussi bien sur mobile que tablette qu'un ordinateur. Donc on est vraiment dans cette idée de flux, de comportement, de scrolling assumé. Donc typiquement dans cet exemple, la homepage, au final, c'est le contenu. Donc si on revient à notre question, faut-il tuer la homepage ? Notre réponse, ce sera ça dépend. En fait, ça dépend de ce qu'on veut faire comme projet, ça dépend de ce qu'on veut donner comme rythme. Donc en fait, notre réponse, c'est ça dépend. On va rester un petit peu sur la homepage et on va parler de contraintes publicitaires qui sont très importantes pour les médias, notamment l'habillage. Est-ce qu'il faut tuer l'habillage ? Donc en fait, l'habillage, c'est ce qu'on trouve sur plein de sites. Et donc en fait, l'habillage, si on résume, ce serait comme un papier peint, comme un gros papier peint en fait qu'on mettrait, qu'on nous imposerait en fait sur notre site. Un gros papier peint dont on n'aurait pas choisi le motif ni la dimension, et qui va venir percuter en fait, l'identité du site et prendre de la place. Donc voilà, donc pour rappel, nous sommes en 2015 et aujourd'hui, la plupart des sites médias francophones font 1000 pixels de large en termes de contenu. Ce qui est, on est revenu à l'antiquité en termes de temps Internet. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les régies publicitaires automatisent ce format qui précédemment était quand même un format événementiel et donc imposent aux médias un resize automatique du site. Donc c'est quand même, il faut quand même se dire qu'on accepte que notre site média est dirigé et du moins en tout cas remasterisé par une régie publicitaire pour réduire la taille du contenu. Bon, là où il y a un vrai souci, c'est que, comme l'a dit Florent, ça prend beaucoup de place, ça réduit la taille disponible. En plus, on est en contradiction avec précédemment les éditeurs de sites qui pensent qu'il faut mettre le plus de contenu possible en de l'écran. Là, on voit qu'il ne nous reste pas du tout l'espace nécessaire pour avoir une correcte. On a l'espace de mettre 3 articles, 2 petits liens et puis un pavé publicitaire. Donc au final, on n'a pas grand-chose. Donc c'est quand même pas terrible. Très concrètement, il y a moyen de s'en défaire. Il y a des médias qui commencent à dire non, on refuse l'habillage, on s'en défait. En France, on est très ancré sur ce système, mais dans d'autres pays, on commence à l'abandonner peu à peu. On va rester en France et on a l'exemple de Vice, Vice France, donc, qui a décidé de ne jamais utiliser d'habillage publicitaire sur son site. Et là, l'exemple de la capture nous montre qu'ils ont un format différent qui se place au-dessus du header et qui délimite très clairement l'espace publicitaire du contenu éditorial. Ce qui a un double avantage.
Le premier avantage est pour l'annonceur qui dispose vraiment d'un espace correct et qui n'est pas dans une espèce d'arche complètement engoncée avec des formats bizarres. Et le deuxième avantage est pour l'éditeur de contenu qui, du coup, a toute la place nécessaire pour composer sa une et mettre en avant son contenu. Donc, au final, il y a des solutions qui sont possibles. Toujours dans notre travail de refonte du site de Libération, on a proposé de se défaire de l'habillage publicitaire en homepage. Et donc, voilà, on peut vous le dire que Libération va faire partie, lors de la version qui va être en ligne bientôt, des premiers médias, grands médias français à abandonner l'habillage. Ils ont le courage de dire non, sur la homepage, on n'aura pas d'habillage publicitaire. Ce qui est vraiment intéressant comme démarche, parce que ça ouvre à de nouvelles possibilités. L'exemple qu'on vous montre là, c'est un schéma. Donc en rouge, l'espace publicitaire qu'on a réservé qu'on a réservé pour les annonceurs, et en gris, la home de Libé. En sachant que ça reste un schéma, ça reste des propositions, qu'on travaille avec la régie publicitaire de Libération. Donc c'est pas forcément exactement sous cette forme que ça va se... Donc il n'y a pas d'exclusivité ou quoi que ce soit à mettre sur Twitter, mais c'est juste pour vous montrer l'idée de la démarche qui est en train d'être faite, pour justement se défaire de l'habillage et, comme on disait tout à l'heure, avoir une vraie place pour un format publicitaire intéressant, imposant, qu'on peut scroller et ensuite accéder au contenu. Donc à la question « faut-il tuer l'habillage ?», notre réponse est oui. Oui, on peut et il faut tuer l'habillage publicitaire qui vraiment pose un vrai problème de structure sur les sites et détruit le contenu éditorial par la restructuration des pages. On va rester un tout petit peu dans la publicité. Faut-il tuer les générateurs de liens sponsorisés ? On aime bien la publicité, mais c'est quand même des contraintes assez fortes lorsqu'on fait une refonte de site média, et il faut en tenir compte dès le début pour que ce soit bien intégré. Et les générateurs de liens sponsorisés, spoiler alerte, est-ce qu'il faut les tuer ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être que ça ne vous parle pas, mais en fait, vous savez, c'est toutes ces relances, pseudo-relances que vous trouvez en bas des articles. Vous lisez un article sur n'importe quoi, un sujet d'actu, etc. Et en bas, vous avez une ligne qui vous dit « vous aimerez aussi ». Et vous aimerez aussi, et vous avez tout un écran de vignettes qui ressemble à ça. Vous l'avez vu sur tous les médias, je ne vous apprends rien. On a 8 à 12 vignettes de différentes régies qui vous suggèrent du contenu. Pas forcément en lien avec ce que vous venez de lire. Donc là, on va zoomer sur une des vignettes. Alors peut-être qu'après avoir lu l'article, vous aimerez aussi découvrir la véritable recette des galettes de pommes de terre. Peut-être que vous aimerez. Donc en fait, c'est vraiment donc un article d'RTL et il y a vraiment, celui-là, il est en haut à droite. Ouais, dans les vignettes. Il est en haut à droite. On a vraiment donc la proposition. On était sur un article, si on regarde dans l'URL, sur la panthéonisation, voilà. Et donc un fait d'actualité. On propose une recette de galettes de pommes de terre. Donc en fait, on n'est pas sûr que ce soit le lien logique pour les internautes. Mais... Voilà. Et donc on était sur le site d'RTL, sur une page d'article. On a pris RTL vraiment au hasard et de toute façon c'est pareil sur tous les autres sites. Et donc on nous propose en fin d'article en fait, de sortir du site pour aller sur France Montagne, pour aller sur le site de Elle, pour aller sur Les Échos, Mes idées recettes, Champagne-Ardenne, etc. C'est quand même assez compliqué à accepter pour un média de se dire qu'il passe son temps à essayer de capter l'attention d'un internaute pour qu'il vienne sur son média, à essayer de le retenir pour qu'il lise d'autres articles sur votre média, et au final, vous avez une ribambelle de liens qui le redistribue vers des médias concurrents ou des sites publicitaires, parce que vous lui recommandez, vous lui direz, t'aimeras aussi aller voir une recette de galettes de pommes de terre. Donc c'est quand même très compliqué à accepter pour un média de redistribuer ainsi ces internautes qu'il a du mal à capter. Et bon, là, on a d'autres exemples de capture. Donc sur le Figaro, vous voyez que c'est exactement la même grille que sur RTL. Autre exemple sur le Nouvel Obs, où il y a une toute petite distinction. Là, on a 2 colonnes sans vignette, pour changer un peu. Mais ce que vous voyez, c'est que certains de ces liens renvoient effectivement vers des articles du Nouvel Obs, et d'autres qui ont exactement la même structure sont des liens sponsorisés. Donc au final, pour l'internaute, c'est pas clair du tout. En fait, c'est absolument pas clair. Et puis donc, on vient de le voir, là, on a pris donc 4 exemples. Et en fait, sur les 4 exemples, on se retrouve avec des sites qui ont donc une identité différente. Ils ont bien un logo différent, une couleur différente, des typographies différentes. Et en fait, en fin d'article, ils se retrouvent tous avec la même structure. On a des vignettes qui font à peu près la même dimension. Donc on sort bien en fait de ce qu'est le site graphiquement. Donc on est en train de le détruire graphiquement. Et en plus, par le contenu, quand on est arrivé là dans ces contenus, on est bien sorti de la ligne éditoriale et on retrouve la même ligne éditoriale absolument désastreuse sur tous les sites, sur chacun des exemples. Donc effectivement, ces liens apportent des revenus conséquents
On ne peut pas les supprimer du jour au lendemain, mais il faut avoir conscience que ça engendre quand même, sur le plan graphique, et même sur la confusion avec ce que peut produire un média, ça engendre des choses pas très positives. Voilà, donc pendant ce temps, les générateurs de liens sponsorisés détruisent tout le travail éditorial de captation et de rétention de l'internaute au calme, tranquillement. Donc faut-il tuer les générateurs de liens sponsorisés? Vous l'aurez compris, si ça ne tenait qu'à nous, on passerait à autre chose. Comme dit Florent, c'est une source de revenus importante pour les médias. Donc l'idée, c'est au lieu de les mélanger et de brouiller le message en disant aux internautes, vous aimerez aussi de la publicité, il vaut mieux bien les distinguer en expliquant clairement, voilà, ça c'est des liens sponsorisés, vous pouvez cliquer dessus si vous voulez ou non, mais moi je vais te recommander du vrai contenu, des vrais articles qui vont vraiment t'intéresser, pas de la pub. On aime bien la pub, alors on reste un peu dans la pub. Faut-il tuer la pub display? La pub display, c'est les bannières, les pavés, les flashs transparents qui arrivent lorsque vous êtes en train de lire un article tranquillement et que vous ne comprenez pas ce qui se passe, tout ça. Alors, en fait, pour essayer de répondre à la question, on a déjà été voir, en fait, donc, toutes ces bannières, tous ces formats, en fait, dans quelle proportion, dans quelle quantité on les avait sur le site. Donc, on a utilisé notre petit adblock et on a été voir, en fait, sur chacun des sites. Donc, sur Libération, on a par exemple actuellement 18 pubs bloquées dans un article. Sur Le Monde, c'est 22. L'Obs 13, Le Figaro, on a 18 formats bloqués, Le Parisien 18, Le Point 15 et Europe 1 13. On a quand même des volumes assez conséquents pour une seule page d'article. Donc ça fait en fait beaucoup d'emplacements publicitaires disponibles potentiellement dans chaque article. Sauf qu'il y a deux soucis. Le premier, c'est que 57% de ces pubs ne seront jamais vues par des internautes, même s'ils n'utilisent pas de bloqueur de publicité. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour qu'une pub soit vue, il faut qu'elle soit affichée à minima 1 seconde, donc sous les yeux d'un internaute, pour la moitié de sa surface visible. Si on est en dessous, la pub est comptée comme non vue par l'internaute. Elle est quand même payée par l'annonceur, mais elle est comptabilisée comme non vue, donc voilà, inefficace, ne fonctionne pas. Donc très concrètement, on a quasiment la moitié du budget des annonceurs en pub qui partent nulle part, parce que les pubs sont considérées comme pas vues. Et donc l'IAB, qui est l'organisation qui est censée réguler la publicité en ligne, c'est qu'on ne peut pas atteindre 100% de visibilité d'un espace publicitaire. Mais il recommande quand même d'atteindre 70%, avec 1 seconde minimum. Donc, est-ce que mettre plus de formats publicitaires sur une page d'article, c'est résoudre ce problème en se disant, bon, il y en a bien un qui va être vu voilà, parmi tout ça? Ce n'est pas forcément la solution. Mais en tout cas, on a l'impression que c'est ce qui est en train de se passer, mettre le plus de formats possible. Alors que si on réfléchissait à mettre moins de formats mais mieux placés, peut-être qu'ils auraient une chance d'être davantage regardés. Le deuxième souci, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs de bloqueurs de publicité. 25% des internautes qui consultent des sites médias sont équipés de bloqueurs de publicité, soit un lecteur de journal en ligne sur 4, ce qui est quand même énorme et ce qui représente un vrai problème pour les médias. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est soit parce que le bloqueur de pub a été activé parce qu'il y avait d'autres sites qui étaient utilisés, qui en abusaient, donc du coup ils l'ont gardé par habitude, soit c'est par réflexe en se disant voilà, il y a trop de formats qui sont affichés, j'en ai marre, ça vient interrompre ma lecture, je veux une lecture plus tranquille, j'installe un bloqueur de pub. Alors, quand on regarde ce que nous dit le fondateur d'Adblock Plus, ça date quand même d'octobre 2013, Til Feida, il disait « Nous sommes une réponse à l'incapacité de l'IAB de faire évoluer les choses ». Bon, ok, c'est un pavé dans la mare, mais il est quand même là pour dire « Il y a un souci, nous on propose une solution, débrouillez-vous, etc. » Bon, on ne va pas juger du fonctionnement et de comment fonctionne Adblock Plus, on est juste là pour parler du comportement des internautes qui se dirigent de plus en plus vers cette solution, ce qui pose un vrai problème pour les médias. Donc, comment est-ce qu'on peut contourner ce problème? On a commencé à l'évoquer. Une des premières solutions serait de se dire que les formats publicitaires, même si c'est des formats spéciaux, même si c'est des formats interactifs, etc., on peut les prendre en compte dès le début de la conception d'un site et pour les intégrer au mieux dans la conception et dans le design du site. Ce qui nous permet d'avoir des emplacements beaucoup plus spécifiques et d'avoir des solutions qui permettent d'avoir moins de formats affichés, mais de manière plus efficace, mieux intégrés dans la maquette. Certains médias ont commencé à le faire, on le fait dans certaines de nos recommandations, d'avoir par exemple dans une colonne un emplacement pub qui va suivre un petit peu le scroll de l'internaute. Comme ça, on n'est pas obligé de lui mettre beaucoup plus de publicité et puis on est sûr de garantir la fameuse seconde de vue.
Ça, c'est pour les formats classiques. Après, il y a d'autres formes de publicité qui commencent à se développer. C'est le fameux native advertising dont on parle depuis un certain temps, qui est vraiment une belle base d'exploration, de formats, de possibilités. Il y a beaucoup de médias US qui s'y sont mis. En France, ça évolue, ça se met en place, c'est intéressant à suivre. Donc il s'agit pour un média d'ouvrir un espace à un annonceur. Et que ce ne soit pas un espace dédié à de la pub avec des flashs et des animations et des choses en transparence par-dessus, mais plutôt un espace lié à du contenu, que l'annonceur puisse prendre la parole pour déterminer un petit peu comment, quelles informations il veut délivrer dans le domaine qui l'intéresse. Donc là, on a un exemple de Netflix avec Wired, donc une sorte de partenariat, et c'est tout un dossier qui a été monté. On a d'autres exemples qui sont, où la frontière est un peu plus ténue, notamment sur BuzzFeed, où là c'est carrément un fil de news qui a été ouvert à l'annonceur. Là c'était HBO pour Game of Thrones, où là c'est clairement flou. Bon, c'est écrit en tout petit que c'est du contenu annonceur, mais ça a la même structure, ça a le même visuel, tout est exactement identique qu'un article, un post basique. Donc c'est un peu plus compliqué à s'y retrouver. Voilà. Bon, et après, il y a d'autres exemples intéressants, encore une fois avec Netflix qui a travaillé avec International New York Times, sur des dossiers, des papiers assez longs, donc entre un pigiste et la marque pour créer du contenu. Ou encore BMW qui sponsorise une rubrique de Medium, donc Reform. Voilà, donc c'est la marque qui se sent proche de ce contenu, donc qui va sponsoriser le contenu pour qu'il y ait des papiers qui puissent être publiés sans forcément que c'est un lien direct avec BMW, ça peut parler d'autres marques. Donc ces formes-là, c'est vraiment un aperçu, on pourrait passer 3 heures à parler juste du native advertising, mais c'est juste des formes d'exploration qui sont intéressantes à creuser, à se dire, voilà, je suis un média, déjà je peux améliorer mes emplacements publicitaires et pas en rajouter des tonnes, et je peux aussi commencer à chercher d'autres solutions pour ne pas saouler l'internaute avec tout plein de bannières et essayer jusqu'à ce qu'il craque et qu'il installe le Adblock. Donc très concrètement, faut-il tuer la pub display ? Notre réponse, ça va être que ça se tente, voilà, tout simplement. On l'aura compris. Bon, on laisse la pub de côté, on va parler de d'autres aspects de graphisme. Faut-il tuer le hamburger ? Oui, du coup, là, ça va être beaucoup plus simple finalement, et c'est juste une petite question de design. Juste du coup le menu hamburger, donc c'est ces 3 barres qu'on trouve sur plein de sites. Donc en fait ça date de 1980 et ça a été créé au départ par Xerox, la marque Xerox. Et puis après en 2008 on a eu cette petite mosaïque créée par Facebook qui en 2010 a ajouté une 3e rangée de cases, mais ça ressemblait plus à un espèce de cadran de téléphone et moins à un menu, alors qu'aujourd'hui, en fait, finalement, on utilise le symbole original. Voilà, on retrouve en fait ce symbole qui en fait est très vieux. Pourquoi on en parle ? Parce qu'en fait, sur la question, voilà, on se disait tout à l'heure en introduction, est-ce que quand on crée un site, il faut forcément qu'on mette toutes les rubriques en haut de page, la rubrique France, Monde, Économie, voilà, on va mettre ça sur toutes les pages, ça sera clair, comme ça tout le monde pourra s'y retrouver. Puis en fait, au final, ça fait quoi ? Ça fait que quand on arrive sur le site, on a tout le temps la même chose qui est affichée, et puis on n'a pas forcément des catégories qui sont mises à jour. Donc en fait, c'est là, on nous propose ce contenu-là en premier, et il n'est pas forcément très frais. Donc en fait, nous, on considère que c'est plutôt une bonne réponse. On a quelque chose qui est clair, un repère qui est clair pour les internautes, qui est que si on cherche le menu, quelque chose de précis, on va tout trouver derrière ce bouton. Ça nous paraît quelque chose de simple. C'est pas pour rien que c'est mis en place partout en fait. On reprend l'exemple de Slate, voilà, c'est juste un exemple, mais on l'a utilisé. Toutes ces rubriques, à un moment donné, il a fallu les trier. Quand on a refondu le site, la rédaction s'est posé plein de questions, il y avait plein de catégories, il y en avait beaucoup plus que ça. Mais voilà, au final, en faisant un tri très fort, on arrivait à toutes ces rubriques. Et c'est extrêmement nombreux. S'il avait fallu mettre toutes ces rubriques en haut de page sur toutes les pages, ça aurait été pas très intéressant et bien trop chargé. Donc là, dans l'exemple, on nous montre qu'on a une liste. La personne qui s'intéresse à la catégorie économie ira chercher sa catégorie économie dans le menu, mais on espère pour elle qu'elle aura trouvé un contenu économie en page d'accueil sans avoir besoin de passer par ce menu.
voilà, donc en fait, notre conclusion, c'est que on est plutôt d'accord pour utiliser le burger menu. Voilà, c'est un petit point de design, mais on est d'accord. Mais avec un warning, trop de burgers tue le burger. On a pris l'exemple de Google Apps, qui en fait, on a isolé les boutons. Là, vous avez 4 icônes de menus différentes. Et c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver. Alors, on ne voit pas forcément très bien sur le screen, mais tout à gauche, on a le fameux burger menu. En haut à droite, on a la version mosaïque. Juste en dessous, on a la version 3 points à la suite. Et juste à sa gauche, on a quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas, qui est le burger menu en cône, en triangle inversé. Assez bizarre. Bon, là, très clairement, c'est beaucoup trop. Il faut cliquer dessus pour savoir ce que ça déploie, ce que ça ouvre. Donc, ces icônes perdent complètement de leur intérêt. Donc, à part cet exemple qui nous semble vraiment abusif de vouloir trop simplifier les choses, très globalement, est-ce qu'il faut tuer l'hamburger? Non, il est plutôt bien installé, il fonctionne pas mal. Faut-il tuer les relances? On parlait tout à l'heure des liens sponsorisés qui servent de relance, mais il y a quand même des vraies relances parfois qui existent avec des vrais articles derrière. Donc on a un schéma d'un article classique avec un titre, chapeau, paragraphe, etc. Et donc les relances, c'est ce qu'on va retrouver de manière assez usuelle en bas d'article. Parce que voilà, on part du principe que votre internaute, l'internaute du média, va lire tout l'article. Une fois qu'il a lu l'article, on va lui proposer d'autres choix. Donc les médias ont commencé à se dire on va proposer plusieurs choix, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il a envie de lire. Et peut-être qu'en fait, il ne va pas lire en entier l'article. Peut-être qu'il va s'arrêter avant, parce qu'il a lu le titre, etc. Mais l'article, ça ne l'a pas intéressé, ça l'a saoulé. Donc on va lui proposer des relances avant la fin de l'article. Donc on va carrément en mettre en colonne, histoire de l'interrompre en pleine lecture en disant tiens, si jamais tu veux passer à autre chose, reste chez nous, mais voici des relances. Et comme ce n'était pas suffisant, les médias ont rajouté un troisième niveau qui est carrément dans l'article. Voilà. On est sûr qu'au final, l'internaute a plus de choix d'autres choses que juste lire votre article. Ça fait beaucoup, on est d'accord, et il y a moyen d'améliorer ça. Peut-être que juste en réfléchissant aux deux principaux usages, on peut trouver des solutions. Donc le principal, enfin celui dont on vient de parler, pardon, c'est l'internaute qui a cliqué sur un lien depuis Twitter ou Facebook ou depuis même la home, lit le titre, lit le premier chapeau, et puis il voit que l'article finalement l'intéresse moyennement. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a un comportement assez naturel, je vous le dis comme ça, mais vous le referez chez vous sans le savoir, c'est qu'on rescrolle naturellement vers le haut pour revenir vers le header, vers le menu. Et donc on s'est dit, pourquoi pas injecter à ce moment-là, lorsqu'on scrolle vers le haut, des relances qui vont venir apparaître sous le header, mais au-dessus de l'article, qui n'était pas là précédemment. C'est juste une réponse à un constat assez simple de « je remonte pour passer à autre chose ». Donc on va directement lui proposer des relances ici, pas trop nombreuses, juste quelques-unes bien choisies. Ça, c'est pour l'internaute qui est moyennement intéressé par votre article. Et dans un monde idéal, un internaute qui est très intéressé par votre article va arriver jusqu'en bas. Sauf qu'arrivé en bas, si vous lui proposez trop de choix, vous avez plus de chances de le perdre et qu'il ne sache pas choisir, plutôt que de l'emmener dans la bonne direction et le faire cliquer sur quelque chose. Un internaute qui a trop de choix, on s'en a rendu compte lors du travail qu'on a pu faire avec certains médias, préférait quitter le site que juste cliquer sur un lien. Donc c'est quand même dommage de le perdre à ce moment-là. Donc la recommandation, c'est plutôt de l'orienter vers un choix principal, un fonctionnement en entonnoir. Voilà. Toi, lecteur, tu viens de lire cet article en entier, c'est cool, merci. Maintenant, je vais te proposer un autre article. Je sais qu'il t'intéressera, je ne vais pas t'en proposer 50, mais au moins celui-là, voici ce que tu devrais lire ensuite. Donc ça fonctionne mieux de proposer une direction, de le prendre par la main presque, plutôt que de lui proposer trop de choix où il sera paumé. Il y a un exemple assez intéressant, on va passer à du mobile, du Huffington Post. On a vu ça, on a trouvé ça assez malin. C'est de se dire, pour les internautes qui cliquent sur un lien depuis Twitter, il y en a beaucoup plus qui finalement ne lisent pas l'article en entier que ceux qui vont lire l'article en entier. Donc si on veut lire l'article en entier, il faut qu'on clique volontairement sur « En savoir plus » pour pouvoir déployer le reste. Donc on donne plus finalement d'importance aux internautes volatiles et ça nous permet de remonter directement des relances et astuce, on peut même mettre une pub en milieu de l'écran juste en dessous du premier paragraphe, c'est génial. Donc c'est assez malin et c'est assez intéressant de voir que le HuffPost a observé du coup qu'il y avait plus d'internautes qui cliquaient sans lire en entier et donc du coup d'où l'idée de proposer ces relances au sein de sa page. Faut-il tuer les relances? Donc notre réponse ce sera non, il ne faut évidemment pas tuer les relances, elles sont utiles, il faut bien qu'on puisse passer à un article suivant.
Par contre, comme on l'a vu précédemment, il y a déjà plein d'articles sponsorisés et des contenus étrangers. Donc notre recommandation, ce serait de placer une relance forte à la fin d'un article, mais aussi d'autres petites relances. On l'a vu en revenant vers le haut. Donc évidemment, il ne faut pas tuer les relances. Question suivante. Alors, ça va plus trancher. Faut-il tuer le site? Bon, question radicale. Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? C'est assez simple. Alors là, bon, c'est un des rares moments où on cite une étude, mais donc c'est le Pew Research Center qui a publié en avril dernier une étude sur 50 médias US. Et sur ces 50 médias US, il y en a 39 qui sont davantage consultés sur mobile que sur ordinateur classique. Ça fait quasiment 80%. C'est assez conséquent. On peut dire que c'est énorme. Quelques chiffres intéressants. La consultation desktop, ordinateur, représente 2,45 minutes en moyenne, et la consultation mobile, 2 minutes. Donc c'est moins. Mais ce qu'il faut en tirer comme enseignement, c'est qu'on va consommer davantage de médias sur son mobile, on va avoir une consommation beaucoup plus éclatée sur son mobile plutôt que sur son ordinateur. Voici le top 10 des médias qui sont dans cette étude donc, les plus consultés sur mobile. Donc CNN en numéro 1, le Chicago Tribune, Vice, Boston, Mashable et les Times. Voilà. Donc ils sont des médias assez importants. Ceux-ci font partie du top 10, enfin c'est le top 10 des médias les plus consultés sur mobile en avril dernier. Donc on a de quoi se poser des questions. À quoi sert notre site? En y regardant de plus près, on vous rassure, le mobile n'a pas tué votre site, il est encore vivant. Ça, c'est le total de minutes passées en ligne. Et donc, on voit que la consommation de web sur l'ordinateur est relativement stable, sauf que c'est le mobile qui explose. En réalité, on ne passe pas moins de temps, pour schématiser, sur son ordinateur, sur des sites médias. C'est juste que le mobile a créé des nouveaux moments de connexion, des nouvelles fenêtres de connexion qui n'existaient pas auparavant. Dans les transports, lorsque auparavant vous lisiez 20 minutes ou métro en papier, aujourd'hui la plupart d'entre vous le lisent certainement sur votre mobile ou les news sur votre mobile, ce qui n'existait pas auparavant. Donc du coup, tous ces nouveaux espaces ont contribué au développement des médias sur le mobile, et donc c'est comme ça qu'on voit les tendances s'inverser progressivement. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le site de manière aussi radicale. J'ai déjà un peu répondu, faut-il tuer le site? Non, évidemment, il ne faut pas tuer le site. Et juste pour conclure, on se pose souvent la question de savoir si est-ce qu'il faut penser d'abord le site mobile ou est-ce qu'il faut d'abord penser le site dans sa grande version. Ben, en fait, la réponse, ce serait pas forcément l'un avant l'autre, mais les deux en fait en parallèle. C'est pas stupide de dire ça quand au regard de la courbe qu'on a vue précédemment. Faut-il tuer les boutons de partage? Ça, je vais te laisser répondre. Oui. Donc, les boutons de partage, vraiment, en fait, quand on parcourt Internet, on va sur tous les sites et il y a des boutons de partage absolument partout. Il y en a vraiment partout. Et on a tendance à minimiser en fait leur présence, mais en fait, si on se pose 2 minutes, c'est vraiment envahi de boutons de partage. Au-delà d'être nombreux, ils sont chacun dans l'identité même de leur réseau. Donc il y a le bleu Facebook, le bleu Twitter. On se pose la question de savoir s'il faut mettre Google+ à chaque fois. Et en fait, ça lié aussi à la taille, à l'importance qu'on leur donne, c'est encore un élément supplémentaire qui est une contrainte énorme dans le design du site. On l'a vu, il y a déjà l'habillage, il y a les relances, il y a maintenant les boutons de partage. C'est des énormes contraintes. Donc que faire des boutons de partage? En fait, donc déjà, on veut se poser la question, est-ce que c'est utile, par exemple, de chacun les mettre dans leur couleur? On pourrait très bien les mettre tous dans la même couleur. C'est déjà écrit partagé. C'est déjà écrit tweeté. Est-ce que c'est bien la peine de rajouter une couche de couleur? Est-ce que c'est utile de mettre des boutons de partage partout? Logiquement, on partage plutôt en fin d'article, puis après on va dire ah oui mais non parce qu'on va pas lire l'article en entier, donc on va aussi en proposer au début, puis après on va en proposer sur chaque relance, et maintenant si vous regardez, il y a aussi sur chaque photo. Donc en fait, il y a vraiment plein d'espaces avec plein de boutons de partage tout le temps. Donc il y a la question de la taille, on en a déjà parlé. Est-ce que c'est utile de mettre des boutons de partage si gros? Est-ce que c'est utile de mettre le logo Facebook, le logo Twitter? Je me répète.
Et est-ce que c'est utile de ne rien mettre du tout? Et ben en fait, c'est peut-être la bonne question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on mettrait pas rien ou est-ce qu'on mettrait pas moins? Est-ce que ce serait pas plus intéressant de regrouper tous les boutons de partage sur un seul et même bouton de partage? C'est ce qu'on voit de temps en temps, mais c'est pas encore la norme. Et donc on a été voir, en fait, on a repris quelques sites un peu au hasard et on a regardé combien il y avait de boutons de partage. Pour BFM TV, au sein d'un article, on en a 3. Là, on a vraiment compté tout confondu, tous les boutons de partage. Sur Libération, on en a 4. Sur Le Figaro, on en a 5. Sur Europe 1, on en a 6. Sur Slate et Quartz, on arrive à 8 boutons de partage pour un seul et même article. Pour Le Parisien, 20 minutes et Le Point, on a 9 boutons de partage par article. Pour France TV Info, c'est 11 boutons de partage. L'Express, 12. Le Monde et l'Obs, 14 boutons de partage. Et Medium, 2. Medium, c'est justement un exemple, mais il n'est pas le seul, à avoir des boutons plutôt discrets. Voilà. Maintenant, en fait, suite à tout ça, il faut regarder, est-ce que les boutons de partage sont réellement utiles? Est-ce qu'ils nous font partager? Ça, c'est une bonne question. Et donc, du coup, ce n'est pas nous qui allons y répondre, mais c'est le CEO de Chartbeat, donc, qui est un outil d'analyse des sites médias, et qui dit qu'en fait, dans leur outil, ils n'ont trouvé aucun lien entre le nombre de lectures d'un article et le nombre de fois où il a été partagé. Voilà, donc est-ce que ça sert à quelque chose de mettre beaucoup de boutons de partage? Medium, qui n'en a que 2, en fait, c'est même pas le logo Facebook, c'est même pas le logo Twitter, c'est juste la petite flèche partagée. Et est-ce qu'il se porte mal en termes de partage d'articles? On ne pense pas. Voilà, donc au final, est-ce qu'on a vraiment besoin de 18 boutons de partage sur un seul article? Donc, faut-il tuer les boutons de partage? On a envie de répondre, il faut sérieusement y changer. En tout cas, nous, notre opinion, vraiment notre opinion, c'est pas besoin d'en mettre autant, pas besoin de les mettre si gros, pas besoin de parasiter autant l'identité du site et son contenu. Bon, on continue dans ce qu'on aime bien. Faut-il tuer les messages à propos des cookies? Et ce sera notre dernière question. Donc en fait, on a passé une journée en fait, où à chaque fois qu'on voyait un bandeau de cookies, on l'a fait une petite capture, on les a tous compilés. C'est le bandeau des cookies, c'est la mention obligatoire. Voilà ce que ça donne. Donc là, on n'a absolument pas de théorie, on n'a rien à dire, on fait juste un constat, on ne les lit pas, on clique pour les fermer, c'est tout le temps le même message, on s'ennuie et c'est moche. Oui, il n'y a aucun effort de design sur ces boutons, donc il y a une grosse opportunité là pour créer quelque chose de cool. Mais fatalement, on est, j'ai l'impression, condamné toute notre vie à cliquer sur j'accepte, 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 quel que soit le site média sur lequel on va. Donc, faut-il tuer les messages à propos des cookies? On espère qu'un jour, ce sera un entendement tacite et qu'il n'y aura plus besoin de les afficher et que tout le monde aura compris qu'il y a des cookies qui sont utilisés sur les sites de médias. Donc voilà pour les quelques questions et on va terminer par un bonus. On voudrait vous présenter un projet qu'on a créé en interne qui est en fait notre vision de ce qui pourrait être sympa à créer comme média. Très concrètement, il s'agit d'un petit laboratoire de recherche et développement qu'on développe donc en parallèle avec toute l'équipe, qui nous permet à chacun d'essayer, de tester des choses. Et comme ça nous permet d'essuyer, on va dire, les plâtres, entre guillemets, tester des choses, vérifier des nouvelles interactions, vérifier des designs. Voilà, juste explorer avant de proposer des solutions à nos clients. Et donc, il s'agit de Newsline. Et donc, en fait, sur un plan graphique, c'est un peu facile, mais on peut nous dire que c'est facile, mais en fait, on s'est libéré de toutes les contraintes qu'on a évoquées avant. On n'a pas pensé la pub, on n'a d'ailleurs même pas pensé en fait l'audience, on n'a pas pensé la rentabilité. On s'est juste dit, si on doit se libérer de toutes les contraintes qui nous ennuient, qu'est-ce qu'on ferait en fait? Qu'est-ce qui resterait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et en fait, nous, la réponse qu'on a envie de donner, c'est en fait, on empilerait les contenus. Sans se soucier de leur catégorie, sans se soucier de savoir comment les gens vont les partager, sans se soucier de se dire sur quoi il faut les emmener après. Et en fait, voilà, on a créé donc ce site qui est en fait une accumulation de bandeaux de 100 pixels qui ont chacun la couleur. Mais en fait, la couleur, c'est la personne qui rentre l'article qui va la choisir. Elle ne va pas la choisir en fonction de se dire « Ah tiens, c'est l'économie, donc il faut absolument que je mette du rouge » ou « Tiens, c'est la justice, donc je vais mettre telle couleur ». Et ben non, elle va mettre la couleur qui lui semble bien, qui est associée au visuel qu'on peut trouver dans l'article. Et voilà, ça donne ça.
Et donc, on a à l'intérieur quelques graphiques, on a un peu d'animation. Voilà, c'est un petit peu là, par exemple, sur cet article, on a des sondages. Au lieu de faire un graphique vraiment très ennuyeux avec un gros JPEG bien moche, on s'est dit, tiens, on va détourer les petites photos des candidats. C'est un aspect, on n'est pas obligé d'aimer, mais en tout cas, nous, on trouve ça intéressant de se dire qu'on peut faire un petit peu différemment de tout ce qu'on voit tout le temps. Voilà. C'est vrai que c'est un détail, mais sur les sites, surtout français, on voit très peu de têtes détourées, alors que les sites anglo-saxons adorent ça. Et on nous dit, c'est très compliqué de détourer une tête, ça prend du temps. Oui, en fait, c'est une question, c'est anecdotique, mais c'est une question qui du coup revient souvent. C'est comment est-ce que dans la presse papier, on peut avoir le temps de détourer une photo, alors que dans le web, il n'y a jamais de temps. La réponse qu'on a tout le temps, c'est « Ah oui, mais on ne peut pas faire ça parce qu'on n'aura jamais le temps de le faire. » Et en fait, ça prend autant de temps que pour du papier. Voilà, donc newsline.fr, un laboratoire de R&D. Vous pouvez vous inscrire si vous voulez être prévenu de l'ouverture en bêta-test, parce que du coup, on a quand même une petite équipe qui le maintient à jour, teste des choses graphiquement, éditorialement. Et puis, voilà, ça nous intéresse d'avoir vos retours en tant que de consultation. Et voilà, nous avons terminé. Merci beaucoup, messieurs. Est-ce que ce que vous venez de dire vaut pour tout site de publication de contenu, qu'il soit média ou pas? C'est surtout orienté autour du traitement de l'information. Donc, c'est vrai qu'on travaille beaucoup pour des sites médias, donc c'est un peu le nerf de la guerre. On travaille aussi pour des annonceurs qui ont des informations à délivrer, donc ça joue aussi dans ces cas-là. Bon, après, c'est des principes assez génériques, assez généraux. Je pense qu'on peut les adapter en fonction des projets. Sur la question de la place que prend la pub, ou sur la question anecdotique, mais qu'on voit tous les jours, par exemple des boutons de partage, tout ça, toutes ces petites recommandations qu'on a faites sont valables pour n'importe quel site. Oui. D'accord. Est-ce que vous-même, vous voulez leur poser des questions sur... Oui, monsieur, on va vous passer un micro. Je veux bien quelqu'un du Web Today pour venir prendre un micro ici. On va le descendre. Ah, c'est gentil, merci. Juste là. Bonjour, merci pour votre présentation. Il y a beaucoup d'idées intéressantes. Il y a juste un aspect que vous n'avez pas abordé. Vous avez beaucoup parlé des réseaux sociaux et pas du tout de l'aspect SEO. Quelle place vous lui donnez aujourd'hui? Est-ce que ça a moins d'importance pour vous que ça pouvait en avoir il y a 5 ou 10 ans quand on utilisait beaucoup Google? Voilà. C'est une super question, mais ce n'est pas notre métier. Voilà. D'accord, donc vous ne prenez pas du tout en compte cette... Si, mais on travaille avec des gens qui le font, sur de la recommandation, sur effectivement bien structurer les contenus, etc. Après, en termes de code, nos devs sont assez orientés SEO, donc savent comment structurer une page, bien sûr, et agrémenter un back-office, etc., pour que ça fonctionne bien. Mais c'est vrai que dans notre métier, finalement, toute la partie back-end où ça va intervenir est plus côté client. Donc en fait, comme on travaille avec des médias, on s'arrête nous au front et ils prennent le relais sur toute cette partie-là. Ça répond à ta question? Un petit complément? C'est peut-être une erreur, hein, mais moi j'ai beaucoup entendu dire, à une époque en tout cas, vaut mieux mettre tel contenu en haut de page parce que Google adore ce qui est en haut de page et ne va pas trop regarder ce qui est en bas de page. Enfin, du coup, qui ont des incidences aussi sur le design. Ouais, non, c'est pas du tout une erreur. Et c'est vrai qu'il y a alors, malheureusement, ça fait encore partie de beaucoup de contraintes qui sont imposées et qui ne sont plus forcément vérifiées aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as des journalistes qui vont se forcer à mettre un H1, puis H2, puis H3, en reprenant le mot du titre, etc. Sauf qu'aujourd'hui, c'est des contraintes qui comptent plus tellement. Et bon, il y a d'autres manières de valoriser le contenu et c'est plus forcément si obligatoire que ça. Et d'ailleurs, dans le code, on peut faire différemment pour laisser toute la liberté possible aux rédacteurs, aux journalistes. Donc finalement, la contrainte technique est devenue presque invisible pour les rédacteurs aujourd'hui. Malheureusement, il reste encore pas mal de CMS de sites qui reposent sur ces contraintes-là et du coup, ça fait des efforts d'écriture assez compliqués. Est-ce que vous voulez dire que les rédactions vont arrêter de caviarder nos articles pour rajouter quelques mots liés au référencement? Oui, ça reste toujours dans les enjeux, c'est toujours nécessaire, mais il y a moyen de le faire encore mieux. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, mais ça aurait pu être une des questions. Oui, mais voilà, mais ça fait partie de toutes les contraintes, les a priori qu'on a sur où est-ce que je dois mettre mon visuel, est-ce que je peux mettre ma vidéo dans le premier chapeau ou pas, dans le premier paragraphe, pardon, ou est-ce que ça va au contraire dénaturer le truc.
En fait, tout dépend de comment est construit le CMS et le back-office. Et nous, notre but, c'est que ce soit le plus simple au final pour l'utilisateur et pour l'internaute, que ce ne soit pas des contraintes qui puissent lui sauter aux yeux. Et le deuxième niveau, c'est effectivement que le journaliste puisse ne pas avoir trop de contraintes de rédaction. Merci. Une autre question? Oui, je vois une main levée près de la porte, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Alors plus qu'une question, c'est plus en fait une réflexion. Vous parliez tout à l'heure des cookies avec les messages effectivement que tout le monde déteste et moi le premier, je pense. Après, moi je voulais simplement parler, alors plus en tant que développeur pour le coup, que les cookies, il y a des solutions alternatives où il n'y a pas cette législation-là, comme par exemple le local storage pour ceux à qui ça parle. Et qui du coup en fait comme il n'y a pas de législation autour de la protection de la vie privée ou quoi, a la même fonction, enfin ça a la même fonction, simplement voilà, toutes ces bannières là on peut les enlever en pas énormément de travail supplémentaire, on va dire. Un point pour le monsieur du fond. Voilà. Ah oui, il l'avait dit, c'est plus qu'une question. C'est une question et une réponse en même temps. Mais c'est très cool si on peut faire ça effectivement. Ouais. Merci beaucoup. Une autre question ou une autre plus qu'une question? Non. Vous voulez compléter le site que vous avez montré à la fin, là, sur lequel vous vous êtes amusé, Newsline. Donc il est en ligne, vous avez dit, on peut aller le consulter. Alors pour l'instant, on peut s'inscrire pour être prévenu de la bêta, mais c'est, on va dire, imminent. D'accord. Et vous disiez, allez, on s'en fout, on n'a pris aucune contrainte, c'est parti, on y va, on s'amuse. Mais les contenus, là, vous êtes allé les chercher où? On les a écrits. Vous les avez acquis, donc c'est des journalistes qui alimentent... En fait, ce que je veux dire, c'est au-delà. C'est une très bonne idée, hein, mais ouais. Quand on s'affranchit de toute contrainte, après, pour la commercialisation, qu'est-ce qui est applicable pour un média? Alors en fait, justement, on ne l'a absolument pas pensé pour la commercialisation. En fait, le point de départ, c'était de faire ce projet uniquement pour l'aspect graphique. Donc en fait, on a réuni notre équipe, et ça il y a plus d'1 an, où on s'est dit, ok, on prend tout ce qui nous entoure en site média, que ce soit en France ou à l'étranger, et on a pris des trucs comme la météo, la bourse, des trucs pas forcément très intéressants, mais on s'est dit, qu'est-ce qu'on en fait? Graphiquement, on en fait. Suite à ça, il y a eu plein de très bonnes idées. Et donc, on s'est dit, ok, on va peut-être pas s'arrêter au graphisme, on va peut-être voir aussi en dev, comment est-ce qu'on peut animer les choses, qu'est-ce qu'on peut en faire. C'est devenu une grosse démo et c'est devenu une grosse page de démo. Et puis on s'est dit, on a fait cette créa, on est en train de faire ce développement. C'est quand même stupide de présenter une maquette au public si elle n'a pas un contenu vivant. Donc on s'est dit, voilà, on va essayer d'aller au bout des choses et de produire du contenu. Donc on a commencé à produire du contenu, pas forcément sous forme d'articles, mais on travaille en fait avec différents clients sur des projets d'infographie, sur des projets qui reportent sur de la donnée. Donc en fait, la direction qu'on a prise, c'est d'alimenter ce média avec des graphiques. On a vu un petit exemple tout à l'heure, il y a 3 lignes de texte, un graphique. Et donc voilà, donc on commence à alterner ce genre de contenu graphique avec des petits articles. Et on s'oriente naturellement, nous, vers la production de contenu. Donc voilà, c'est aussi notre laboratoire de tout en fait. D'accord. Vous pourriez arriver devant un client avec votre présentation là, avec le mot tuer partout, avec ce choc des cultures qui existe et qui est à en fait, ça c'est une presse client. Hein. Pardon? Ça c'est une presse client. C'est une presse client. Non, mais plus sérieusement, dans notre méthodologie, on ne va jamais voir un client avec 3 maquettes en lui disant voilà, choisissez la A, B, C, ce que vous préférez. Ce n'est pas notre méthode de travail. On préfère l'accompagner dans des vrais choix, des vraies directions, lui montrer ce que nous on pense d'intéressant, de mieux pour lui, pour l'amener un cran plus loin que là où s'arrêtait son brief, et en l'accompagnant justement dans pourquoi est-ce qu'il vaut mieux faire ça que pas ça, etc. Donc oui, c'est vrai que on aime bien observer ce qui se passe, on aime bien regarder comment ça fonctionne, pour ensuite apporter les bonnes solutions au bon moment. Merci beaucoup.